va quand même falloir qu'on commence à être un peu sérieux. Salut à tous. Donc on a décidé aujourd'hui de mettre en image l'évolution de nos travaux sur le premier Rocket Stove qu'on a réalisé. L'objectif c'est de pouvoir expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles on s'est dirigé vers ce type de réalisation, d'expliquer aussi le fonctionnement, de parler de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné aussi, parce qu'on a eu des échecs et je pense que c'est important de le dire. Donc c'est déjà le principe de fonctionnement, donc explication de la double combustion, les intérêts qu'on a à utiliser ce type de poêle et les différents modèles, les différentes applications qu'on peut avoir avec un Rocket Stove. Alors ce qu'on va chercher à faire dans notre Rocket, c'est ce que je disais, obtenir la double combustion. Chose qu'on n'arrive pas à faire dans un poêle classique. Donc dans un poêle classique, on va avoir une première combustion uniquement. Donc cette combustion se trouve au niveau de notre combustible, le bois. Et cette combustion va consommer de l'oxygène et dégager des particules qu'on va retrouver dans les fumées. Pour le poêle classique, le système s'arrête là, entre guillemets. Pour pouvoir brûler les particules qui se trouvent dans les fumées, on va avoir besoin d'apporter un excès d'air pour avoir de l'oxygène qui vont nous permettre de brûler les particules qui se trouvent dans les fumées. Pour pouvoir brûler ces particules, il faut que cet excès d'air atteigne 573 degrés. Donc ici on a un petit schéma de roquette un peu basique entre guillemets et donc on voit ici qu'on a notre chambre de combustion dans laquelle va se faire la première combustion. Ici on a une arrivée d'air, il faut savoir que dans un rocket on a un tirage qui est très fort et donc on a un excès d'air, un excès d'oxygène qui va arriver par cette arrivée d'air. Donc en fait la première combustion va consommer une partie de l'oxygène de cet apport d'air et l'excès d'air va suivre en fait la flamme et va se réchauffer jusqu'à atteindre la température suffisante pour pouvoir brûler les fumées. Donc là en l'occurrence sur le schéma on voit, on va dire que c'est cette partie là. La combustion elle peut se faire très bien plus loin dans le rocket. Donc le but qu'on a à fabriquer un Rocket Stove par rapport à un poêle à bois classique, c'est que avec un poêle à bois classique, finalement on va venir dégager des fumées et ça va être de l'énergie perdue dans l'atmosphère. Avec le Rocket Stove, où il y a une double combustion, on va pouvoir brûler quasi la totalité de ces fumées et donc améliorer le rendement. Ce qui veut dire que pour une quantité d'énergie apportée à une pièce, on va pouvoir utiliser moins de combustible. Il est aussi en quelque sorte modulable dans le sens où on va le fabriquer nous-mêmes et on peut très bien par exemple faire une chambre de combustion un peu plus importante ou lui ajouter des éléments secondaires comme un échangeur par exemple pour chauffer de l'eau. On peut aussi lui attribuer plusieurs fonctions en le fabriquant de différentes manières, comme par exemple en faire un barbecue ou une plancha ou un four à pizza. Certains s'en servent aussi pour fondre de l'aluminium. On peut s'en servir en guise de chauffe-eau ou on peut lui apporter des optimisations, par exemple en décalant l'arrivée d'air principale dans la cheminée, ce qui va nous permettre d'obtenir un vortex et d'améliorer encore une fois le rendement. Alors nous, on a aussi pensé ce qu'on va essayer de faire sur un prochain projet, à intégrer une petite turbine. Donc on va essayer de produire de la vapeur au niveau du rocket et de faire passer cette vapeur dans une petite turbine pour pouvoir faire de l'électricité.
L'intérêt, ce serait pour un habitat autonome de pouvoir produire son électricité d'été avec du photovoltaïque et puis de venir compenser ce qu'on n'arrive pas à produire l'hiver, donc pendant la phase de chauffe, quitte à consommer un petit peu plus de combustible, mais de pouvoir compenser ce qu'on n'arrive pas à produire au niveau du photovoltaïque. Alors pour démarrer un projet comme celui-là, ce que je conseillerais, c'est déjà de bien lister tout l'outillage dont on va avoir besoin. Ça permet d'éviter d'aller 15 fois au magasin ou de perdre du temps à chercher des outils. Alors premièrement, on va avoir besoin d'une disqueuse, ça va être un peu l'élément principal. Je conseillerais quand même de garder cet élément de sécurité pour éviter de se prendre des morceaux de métal dans la gueule. On va utiliser principalement deux types de disques, donc les disques de coupe, donc c'est des disques fins qui sont spécifiques pour le métal, attention à ne pas prendre du diamant pour la pierre, et des disques à lamelles qui vont permettre de meuler un petit peu toutes les pièces si on veut faire des chanfreins ou des choses comme ça, ou si on a besoin de rattraper toutes les soudures qu'on a foirées par exemple. Ensuite on va avoir besoin d'une visseuse qui va nous permettre de percer et de visser. Donc on aura des forêts, ça c'est pour tout ce qui va être percement. Attention à bien prendre des forêts acier, donc pas prendre des forêts bois par exemple. Et donc les embouts, visseuses classiques qui vont nous permettre de mettre les vis directement. On peut aussi utiliser ce genre d'outils pour venir tarauder, ce qui permettra de mettre les vis directement dans l'acier. Bon, par contre, ce genre d'outil, c'est pas impératif, on peut largement faire sans. Nous, on l'a pas utilisé du tout pour le projet. Ensuite, on va avoir besoin d'un poste à souder et d'un casque. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, bref, c'est très important pour pas se flinguer les yeux parce que ça dégage une lumière assez forte quand même. Donc là maintenant en fait au niveau des postes ils font des trucs assez simples. Donc on a juste une petite molette ici qui va permettre de pouvoir régler l'ampérage. Chose qu'on va régler en fonction de l'épaisseur de notre baguette notamment. Donc on a deux éléments qui vont venir se brancher sur le poste. On a la scie de pince qui est en fait branchée sur la masse. Et la pince qui va venir accueillir les baguettes à souder. Donc voilà, on a ce type de baguette qu'on va utiliser avec le poste. Principalement on va utiliser du 2,5, du coup d'expérience par rapport au projet, 2 mm 2,5. Donc ensuite on va utiliser un marteau, et alors ça c'est pour les très grands bricoleurs, un tournevis plat, pour pouvoir enlever la petite couche qui vient au-dessus de la soudure. Donc, une fois qu'on a fait la soudure, on a un petit enrobage qui vient se placer et il faut l'enlever avec ces éléments-là, ça marche très très bien. Ensuite on va utiliser une petite brosse métallique comme ça pour enlever un petit peu les petits déchets, on va dire les petites particules qui restent une fois qu'on a enlevé cette petite couche au-dessus de la soudure. Et pour finir, un seau d'eau qui va nous permettre de refroidir les pièces une fois qu'on a fait nos soudures. Donc ensuite nous on a utilisé beaucoup une équerre comme ça permet de faire des tracés précis, ça simplifie pas mal le boulot, donc je conseille fortement d'avoir une équerre. Et un crayon pour tous les tracés, donc typiquement ce genre de crayon on va éviter pour tracer sur l'acier parce qu'on voit vraiment pas grand chose. Donc préférez un crayon qui fait des tracés blancs par exemple. Donc on a besoin aussi des équipements de protection individuelle, très important, notamment un casque, des lunettes, un masque anti-poussière, des vêtements qui craignent pas, donc là le pull clairement c'est pas bon, et des chaussures de sécurité, très important. Et un casque anti-bruit aussi. Quoi? Pince étau, serre-joint et étau, très utile, surtout si vous travaillez seul, ça vous permet d'avoir une seconde paire de mains. Clé à griffe et sangle pour ouvrir les bouteilles de gaz, papier à poncer et lime pour les finitions. Alors
Alors du coup on va vous présenter les différentes étapes de fabrication, comment nous on a fait pour le fabriquer. Et la première chose à faire c'est d'acheter la matière première, donc le métal, et pour ça il faut aller chez le ferrailleur. Alors il faut bien choisir son ferrailleur parce que y a des ferrailleurs qui achètent de la ferraille et qui les revendent que aux professionnels, et d'autres qui peuvent vous revendre à vous de la ferraille. Donc faire bien attention aux ferrailleurs qu'on choisit. Alors en général comment ça marche, vous pouvez acheter soit du métal neuf ou soit du métal de récupération qui sont certainement déposés par des particuliers. À savoir que le neuf coûte forcément plus cher que la récupération. Du coup, il faut réfléchir à la question, qu'est-ce qu'on peut fabriquer à base de matériaux de récupération et qu'est-ce qu'on doit éviter de fabriquer justement avec ces matériaux de récupération, en sachant que du coup ça va nous prendre un peu plus de temps à retravailler la matière. Alors le mieux, c'est au préalable, avant d'aller chez le ferrailleur, de définir un plan sur papier et de bien définir ses cotes, de bien dimensionner son requête, en réfléchissant aussi à l'épaisseur du matériau qu'on va venir choisir pour telle ou telle composante, parce que justement le prix des matériaux est au poids. Alors il est intéressant aussi de faire les découpes chez le ferrailleur qui lui vous propose en général la découpe gratuite. I'm sorry. Alors déjà pour faire le corps principal, donc nous on a utilisé la technique un peu classique je dirais. L'idée c'est de ne pas placer l'élément de chargement trop proche de la cheminée principale. C'est pas très gênant en termes de combustion, et par contre ça devient gênant si on veut intégrer une cloche, parce que justement on a un peu, enfin en tout cas nous pour notre élément, on a cette petite casquette qui est venue se greffer un peu plus tard dans le projet, qui devient gênante par rapport à cette distance entre cet élément de chargement et la cheminée principale. Donc important à savoir, l'inclinaison de l'élément de chargement, c'est pas une nécessité, c'est presque plus pour l'esthétique on va dire. Donc on n'a pas d'obligation de le faire incliner. On peut très bien faire une découpe droite et puis venir nous fixer sur l'arrivée d'air perpendiculairement. Donc si on veut pas faire quelque chose d'ultra esthétique, c'est pas la peine de rentrer dans des choses ultra complexes. Faut aller au plus simple, chercher les perpendiculaires. Et là aussi on va avoir un élément important quand on va faire le corps, donc c'est-à-dire cette pièce là et la cheminée principale. Déjà si on met beaucoup de temps à faire cette partie là, c'est un indicateur, ce qu'il faut savoir qu'on va mettre beaucoup plus de temps à faire tout ce qu'il y a autour. Donc c'est important de le prendre en considération. Alors maintenant les brûleurs. Donc nous on a conçu deux brûleurs différents. Un premier brûleur comme celui-ci, bon, qu'on a un peu défoncé pour réutiliser de la matière. Donc voilà comment on l'a fait. On l'a fait de sorte à ce que en dessous ça soit un récupérateur de cendres, et on a fait des fentes ici pour pouvoir laisser passer et l'air et laisser les cendres dans le récupérateur. On a fait aussi une dernière fente tout au bout pour que vraiment il y ait une aspiration d'air, un passage d'air qui se fasse au niveau du foyer. Alors le problème avec ce brûleur là, c'est qu'il n'est pas très fonctionnel dans le sens où ça ralentit énormément le tirage et on a un foyer qui s'étouffe finalement assez rapidement. On a du mal à avoir une seconde combustion, voire une combustion toute simple. Du coup, on a fabriqué ce deuxième brûleur. Alors celui-là, on peut le voir, il est beaucoup plus léger, il y a moins de matière, c'est beaucoup plus aéré. On arrive avec ce type de brûleur à avoir un foyer qui vraiment est chaud et avec beaucoup de combustion. La grille où vient le
boîte de chauffage n'est pas jusqu'en bas du brûleur. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir un passage d'air juste en dessous du foyer qui va se réchauffer et servir à la seconde combustion. Donc celui-là marche beaucoup mieux quand même. Alors du coup on le met de cette manière, par l'arrivée d'air, et le brûleur, en le mettant entièrement comme ça, va arriver à cette hauteur-là. Alors par contre le problème qu'on a avec ce brûleur, c'est qu'on ne vient pas récupérer les cendres qui tombent en dessous. Mais du fait qu'on ait utilisé une grille, il y a les braises et les cendres qui tombent vers le fond et qui sont arrachées à l'aide du fort tirage qu'on a dans le roquette. Donc les cendres, elles vont tomber là dans le fond et être propulsées en quelque sorte dans la cheminée. Donc du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des fentes au fond de la cheminée pour pouvoir récupérer les cendres par le dessous à l'aide du cendrier. Donc là voilà, on voit les fentes qu'on a fait pour récupérer les cendres. Et pour fixer le cendrier en dessous, on a fait un système de glissière comme ça, où on a superposé deux plaques d'acier qu'on a soudées entre elles. On vient glisser le cendrier dedans. Donc dernière chose sur le brûleur, c'est qu'avec une grille comme ça, on va pouvoir venir seulement mettre du bois de chauffage, on ne pourra pas utiliser de pellet. Donc nous ce qu'on a fait simplement pour faire nos tests, c'est provisoire, on a fait une grille comme ceci qu'on vient déposer dessus. On fera certainement mieux par la suite. Alors la première étape pour réaliser la cloche, ça va être de trouver des bouteilles de gaz qui se trouvent assez facilement, je pense sur le bon coin, à 5 balles on peut trouver. La première étape, ça va être de vider le gaz qui reste dedans de manière à ce que lorsqu'on va les disquer, ça ne vienne pas nous péter à la gueule. Alors comment on procède ? Déjà on ouvre la vanne histoire que le gaz restant puisse s'échapper. Mais comme on va encore avoir un petit peu de gaz à l'intérieur, ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va enlever la partie supérieure, la vanne en fait complètement, qui est filetée et vissée sur le corps de la bonbonne de gaz. Et ça on va le faire à l'aide d'une clé à griffe qu'on a présentée tout à l'heure. L'idée, si vous avez une petite clé à griffe, c'est de rajouter un manche en métal par exemple pour avoir un peu plus de bras de levier. Ce qu'il faudra faire aussi pour pouvoir enlever la vanne de la bouteille, c'est de fixer la bouteille sur par exemple un poteau en béton, ce qu'on a fait nous, avec des sangles, de manière à ce que la bouteille reste fixe et qu'on puisse vraiment dévisser, parce que c'est assez dur à dévisser. Une fois dévissé, on vient remplir la bouteille d'eau complètement, de manière à faire sortir tout ce qui pourrait rester en gaz dans la bouteille. On va passer à la découpe des bouteilles, et c'est là que les problèmes commencent. Ce qui est important, c'est de faire une découpe qui est bien droite, parce que chez le ferrailleur, il a la petite machine qui va bien pour faire une belle découpe bien droite. Nous, on a une disqueuse et il faut faire tout le tour de la bouteille. En d'autres termes, c'est quasiment impossible de faire une découpe bien droite. Donc là, on peut voir la soudure entre les deux bouteilles de gaz. On peut voir qu'elle est de très haute qualité. On n'en a pas tenu rigueur. Tout simplement parce que on a appris à souder à l'arc en faisant ce roquette. Donc c'est surtout pour dire si vous avez jamais fait, c'est possible. Nous, on a fait le choix de conserver une partie bombée. Alors, je sais pas si tu peux venir voir. On voit la belle soudure d'ailleurs. On a fait le choix de conserver une partie bombée ici, de manière à gagner un peu d'auteur sur l'ensemble de la cloche. Pourquoi ? Tout simplement parce que la cote de notre cheminée principale était un peu haute et on a fait le choix de ne pas la retoucher et plutôt de travailler sur la cloche. Erreur. Alors pourquoi erreur ? Parce qu'une fois qu'on a découpé les deux bonbonnes de gaz, il faut les souder entre elles et là ça devient très compliqué. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a chargé
avec de la matière, donc on a utilisé quelques baguettes. Mais on a chargé jusqu'à obtenir un résultat à peu près correct. Ce que je conseillerais plutôt, si vous devez faire la même chose, c'est de découper bien votre bouteille déjà sur la partie plate et pas sur la partie bombée, et de faire un cerclage de manière à pouvoir souder le cerclage sur chacune des bouteilles, ce qui sera beaucoup plus propre en finition. Donc autre élément sur la cloche, ça va être l'ouverture qu'on va avoir en partie basse ici, de manière à ce qu'on puisse l'insérer à ce niveau-là sur le roquette. Donc chose qu'il faut éviter, c'est de faire comme nous, c'est-à-dire qu'ici on a dû rajouter une pièce de manière à venir refermer l'ouverture qui se trouve dessous l'arrivée d'air, enfin dessous le foyer. Alors on voit aussi qu'on a rajouté un cerclage tout autour, ça va permettre à la cloche de rester bien en place et de garder toujours la même position à chaque fois qu'on la met ou qu'on l'enlève. Il y a d'autres façons de faire, je pense, mais c'est le côté pratique qu'on avait besoin que ça puisse être rapidement modulable pour nos projets. Donc dernière chose, si vous voulez faire un roquette un peu modulable entre guillemets comme nous on a fait, c'est-à-dire avec une cloche qui puisse s'enlever de manière à faire un poêle à bois pour chauffer un intérieur ou derrière de le faire en barbecue par exemple. Ce qui est important, ça va être de faire en sorte que cette cheminée principale soit plus haute que la cheminée de chargement, chose qu'on n'a clairement pas fait sur notre roquette. Ça évite d'avoir la flamme qui remonte dans le conduit quand on met du bois. Quand on met du pellet, on n'a pas le problème, mais quand on met du bois, on a la flamme qui remonte. Alors attention à une chose, nous on a eu un souci au niveau de la soudure de la casquette. C'est qu'on a, à force de souder et à force d'échauffer le métal, on a eu une rétractation de la cloche en partie basse. Donc il a fallu retravailler la partie basse pour qu'ensuite elle puisse rentrer à nouveau sur le roquette. Alors pour la cheminée secondaire, nous on a opté pour un tube en diamètre nominal 125. C'est un diamètre standard qui est idéal finalement pour accueillir le manchon qui va venir raccorder la cheminée, l'évacuation des fumées. La petite erreur qu'on a faite peut-être, c'est d'avoir pris une cheminée un peu trop haute qui rajoute quand même beaucoup de poids et qui augmente du coup en conséquence le prix de l'achat chez le ferrailleur. On aurait pu, je pense, prendre une cheminée un peu moins haute et la faire arriver ici pour faire démarrer le manchon à cette hauteur-là. Alors on a deux possibilités pour la cheminée. Soit on vient faire une découpe au niveau du bas de la cheminée et dans ce cas là on pourra venir fixer le manchon en bas, ce qui est relativement simple, ou soit comme nous on a fait, on vient faire une découpe à 45 et relever encore un peu la cheminée pour pouvoir fixer le manchon. Du coup le mieux ce serait à cette hauteur là. Alors petite astuce pour la découpe à 45, pour pouvoir tracer la découpe et bien disquer après, le mieux c'est de le faire tremper dans l'eau avec un angle de 45 degrés et ensuite vous pourrez avoir du coup tout le contour du tracé, ce qui n'est pas facile à obtenir comme ça. Alors attention à une chose aussi, c'est au niveau de la découpe dans la cloche. Pour venir fixer la cheminée, il faut être assez précis, sinon ça va être vraiment compliqué pour faire les soudures et rattraper les éventuels espacements trop importants qu'on aura au niveau du contour de la cheminée. Vous pouvez aussi par exemple la faire rentrer légèrement de 1 cm à l'intérieur de la cloche et venir souder et à l'extérieur et à l'intérieur de la cloche pour plus l'étanchéité. Alors nous on a vissé le manchon directement sur la cheminée, comme ça il est fixe et c'est un peu plus stable quand on va venir remettre la cheminée d'évacuation. Nous sur notre roquette on a fait un châssis, c'est pas obligatoire, mais
ça nous permettait d'intégrer des roues déjà et de pouvoir aussi les surélever de manière à ce que ce soit pas trop proche du foyer et qu'elles ne chauffent pas trop. Ça nous a permis aussi de pouvoir intégrer le récupérateur de cendres et ça nous a permis de pouvoir mettre des petites pattes de réglage ici. Alors la technique pour les pattes de réglage, on a fait assez simple. Donc on prend une vis qu'on vient souder sur une petite platine. On met un écrou, une rondelle en dessous, ce qui va venir maintenir le pied ici. Et on remet la même chose pour pouvoir brider l'ensemble au-dessus. Alors pour les trappes, nous ce qu'on a fait pour le système d'ouverture et de fermeture comme ça, c'est on s'est pas embêté, hein, franchement, on est allé chercher des charnières directement dans un magasin de bricolage. Voilà, je vous conseille de ne pas vous embêter à les faire, ça coûte pas cher et c'est très rapide à mettre. Et pour le système de fermeture, on a opté pour des loquets comme ça. Et grâce à eux, on va pouvoir venir fermer et comprimer les trappes. Alors pour fixer les charnières et les loquets, il faut faire attention au niveau de la perforation, il faut vraiment être précis parce que vous pouvez vite avoir un décalage de la trappe par rapport à son support. Et aussi le but, c'est de venir vraiment comprimer la trappe pour garantir une meilleure étanchéité. L'étanchéité, parlons-en. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté de la tresse spéciale pour les poêles à bois qu'on est venu coller à l'intérieur de la trappe et qui va venir garantir une étanchéité à ce niveau-là. Le problème qu'on a eu, nous, c'est que l'élément de chargement a eu une épaisseur trop fine et on a quand même du coup constaté pendant l'utilisation des refoulements de fumée. Donc pour la trappe du bas, on a voulu intégrer un système de réglage pour l'arrivée d'air. Du coup, on a mis un système à coulisses, voilà, comme ça. Et ce qui nous permet en fait d'obtenir la surface d'ouverture maximale par rapport à d'autres techniques. Donc vraiment de maximiser le tirage. Donc là, la technique qu'on va faire pour simplifier les choses, on met juste une superposition de baguettes avec la baguette supérieure ici qui est un peu plus longue que les autres. Donc ça permet d'accueillir ici la plaque qui sera notre trappe de réglage. Ensuite, au niveau de la petite poignée qui va nous servir à régler, ça nous permet d'avoir une vis qui dépasse derrière dans l'ouverture et qui vient de faire buter. Comme ça, la trappe ne peut pas sortir, enfin la plaque de tirage ne peut pas sortir de la trappe. Alors, dernière petite chose pour tout ce qui est poignée. Nous, on a pris du liège, donc avec des bouchons de vin et bouchons de champagne. Parce que ça a un pouvoir isolant qui est assez important et ça évite de se cramer quand on manipule en chauffe. Donc la technique qu'on a utilisée, c'est qu'on est venu compresser nos bouchons avec un étau comme ça, de manière à ce qu'ils restent bien dans l'axe. On vient percer au diamètre de la tige filetée qu'on va insérer dedans. Ensuite on met notre tige filetée, simplement écrou, rondelle écrou, de manière à venir compresser l'ensemble, et puis ensuite ça fait une petite poignée qui ne bouge pas, donc c'est simple à faire et efficace. Ensuite, le meilleur pour la fin, la peinture. Alors pour la peinture, il faut bien préparer son roquette avant, donc bien le poncer partout. À savoir que s'il y a un endroit où vous oubliez de poncer ou vous ne poncez pas très bien, la peinture risque quand même de se détacher, donc il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, pour appliquer la peinture, moi je vous conseille plutôt de le faire en 2 fois parce qu'il faut éviter de faire des coulures au niveau de la peinture, donc il faut prendre son temps. Vous le faites en 2 fois, une première couche grossière et une seconde couche un peu mieux finie. Alors nous, pour peindre la totalité de notre rocket stove, on a utilisé environ 2 à 3 bonbonnes de peinture aérosol.
de je sais pas combien de millilitres. Et il est conseillé pour la bonne tenue de la peinture, une fois l'avoir appliquée et qu'elle est séchée, de faire une mise en chauffe du roquette vraiment progressive, de ne pas y aller d'un coup d'un seul et que le roquette puisse monter en température petit à petit, ce qui va permettre à la peinture de bien se fixer sur le roquette. Donc petit bonus, là on est en train de faire des essais pour intégrer un échangeur pour chauffer de l'eau. Donc c'est là où on va trouver l'intérêt d'avoir une pièce circulaire au niveau de la cheminée principale. Donc voilà, petit exemple, c'est ce qu'on a fait. Donc ça c'est du cuivre qu'on est venu enrouler. On a pris du recuit, c'est un peu plus cher mais c'est plus facile à manipuler. Bon là c'est un petit peu fait à l'arrache entre guillemets, mais c'est vraiment pour faire nos essais. Donc c'est juste pour voir quelle puissance on arrive à transmettre au niveau de la flotte dans l'échangeur. Allá en Cupe Alto y lo mejía.